Bienvenue dans ce magazine du foot sur Africa 24 et nous allons tout d'abord voir les principaux titres. Bien entendu, nous parlerons du 5e tour des éliminatoires du mondial en Russie, un tour presque déterminant. Nous ferons également le point sur la formation des jeunes joueurs en Afrique et nous partirons en RDC. Et puis, troisième grand titre, nous irons aussi en Asie du Sud pour évoquer le mondial des U17 où nous avons 4 équipes engagées dans la partie. Notre plateau avec Guillaume Mamo, Richemont, ivoirien, président de l'association d'un terrain pour tous. Bonjour José. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également avec nous Nicolas Mac-Anali, journaliste spécialisé sur le foot africain. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Et puis nous avons notre éditorialiste Bruno Arroyo qui va nous apporter son éclairage sur ce football, sur les compétitions, tout dans son ensemble. Bonjour José et bonjour à tous. Et tout de suite, nous allons nous diriger vers les internautes. Et la question, eh bien, quel est le niveau de la formation sur le continent africain? Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous intervenez sur Facebook. Vous allez sur Facebook, Africa 24 TV, ou sur Twitter avec le hashtag Africa 24. Première partie de cette émission. Et nous ouvrons avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, 5e tour pour la zone Afrique et l'analyse de la rédaction d'Africa 24. La 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018 a donné un aperçu des 5 nations qui représenteront le continent en Russie. Dans le groupe A, la Tunisie a consolidé sa première place en allant s'imposer à Conakry face à la Guinée sur le score de 4-1. Malgré l'ouverture du score de Naby Keïta, les Aigles de Carthage se sont bien ressaisis grâce à Youssef Sakni, auteur d'un triplé, et Mohamed Amin Ben Amor. De son côté, la République démocratique du Congo a empoché les 3 points face à la Libye sur le score de 2-1, mais reste toujours dauphine à 3 points des Tunisiens. Dans le groupe B, le Nigeria a validé son billet. Vainqueur de la Zambie 1-0, les Super Eagles disputeront la 6e Coupe du Monde de leur histoire. Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire s'est mise en danger vendredi à Bamako contre le Mali avec un score nul et vierge. Les Marocains en ont profité 24 heures plus tard en écrasant le Gabon 3-0 et Caracol en tête. Dans le groupe D, le Burkina Faso a sombré en terre sud-africaine 3-1. Quelques heures après, le Sénégal réalisait la bonne opération en s'imposant au Cap-Vert sur le score de 2-0. Enfin, dans le groupe E, le Ghana et l'Ouganda se sont quittés dos à dos avec un but refusé aux Ghanéens pour un hors-jeu. Dimanche, l'Égypte est devenue la 2e équipe qualifiée après sa victoire 2-1 contre le Congo. Et puis tout de suite, nous allons voir les tableaux. Tout d'abord, pour le groupe A, nous rappelons le résultat. Guinée qui a perdu devant la Tunisie sur le score de 4-1. En plus, à l'extérieur, la Tunisie gagne. Et la Libye a perdu devant la RDC sur le score de 2-1. Vous voyez le classement sur votre écran. 6e et dernière journée, le lundi 6 à 17 h, il y aura Tunisie-Libye et RDC-Guinée. Groupe B tout de suite avec Nigeria, Zambie, 1-0 et Cameroun-Algérie, 2-0, un match qui comptait pour rien. Au classement, vous voyez que le Nigeria a 13 points, c'est déjà qualifié pour la Russie. Nous enchaînons avec le groupe C où le Mali et la Côte d'Ivoire ont fait match nul 0-0. Le Maroc qui, disons-le, a écrasé le Gabon sur le score de 3-0. Maroc en tête avec 9 points, qui est passé devant la Côte d'Ivoire, 8 points. 3e, le Gabon, 6e journée, le 6 novembre également. Le groupe D, comme vous le voyez, Afrique du Sud, qui a battu le Burkina Faso 3-1, et le Cap-Vert qui a perdu devant le Sénégal 2-0. Quelle belle victoire pour les Sénégalais. Les Sénégalais qui ont pris la tête du groupe avec 8 points devant le Burkina Faso. Et puis, pour terminer, le groupe E, avec l'Ouganda, qui a fait match nul avec Ghana 0-0. Égypte-Congo 2-1, qui propulse les Égyptiens, les Pharaons, donc en Russie, à Moscou directement. En tout cas, ils iront Moscou, bien entendu, en 2018. 6e et dernière journée, le 6 novembre, à 17 h, Congo-Ouganda et Ghana contre l'Égypte. Nous ouvrons le débat tout de suite. Alors, moi, je m'adresse à vous tout de suite. La Côte d'Ivoire ne verra pas Moscou. Est-ce que vous êtes du même avis? Je pense que c'est très mal parti pour nous. On a donné des points. On n'a pas été rigoureux.
On a exactement la même chose, la même situation qu'en Coupe d'Afrique quand on est sorti au premier tour. Et je pense que c'est mal parti, mais en tant qu'Ivoirien et fier, je dirais que découragement n'est pas ivoirien. Oui, Nicolas, bien sûr, Côte d'Ivoire accueille pour le dernier tour. Donc j'imagine que ça va être une grosse fête. Et les Marocains auront du mal, beaucoup de difficultés. Une fête, je ne sais pas, en tout cas il faut leur souhaiter, mais ça va être très très compliqué parce que le Maroc c'est quand même une équipe solide, très bien organisée, qui a un entraîneur en plus, Hervé Renard, qui est un Français, mais qui entraînait la Côte d'Ivoire, qui les a menés au titre, donc il connaît très bien le contexte. Donc je pense que ça va être très compliqué pour nos amis ivoiriens de battre cette équipe du Maroc, puisqu'il faut absolument gagner pour se qualifier. Bruno, vous pensez que c'est dû à quoi cette faiblesse du football ivoirien? Parce que la Côte d'Ivoire aurait pu quand même gagner, sachant qu'il y a quand même des risques de... Oui, après sur l'un ou l'autre coup du sort, mais le problème c'est que déjà la nomination de l'entraîneur Marc Wilmots, c'était clairement pas une bonne idée. C'est un entraîneur qui a des lacunes tactiques, il l'avait déjà montré avec la Belgique, et la Belgique, bien Monsieur, vous êtes de cet avis? Attendez, laissez-moi... Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur la question, justement. Et la Belgique aurait déjà pu faire un meilleur Euro 2016, par exemple. Pour tous ceux qui suivent le foot, savent que la Belgique, tactiquement, a fait un Euro 2016 très nul. Et même les joueurs, dont certains joueurs d'origine africaine, parlent aujourd'hui de la tactique. Tout le monde n'est pas de votre avis. Attendez, mais il y a des joueurs, notamment Jordan Lukaku, qui l'a dit dans une interview en journal belge, notre tactique, c'était Olivier Tom avec Wilmots. Il n'y avait pas de tactique. Donc, vous prenez sur une vaste idée, il a formé des jeunes, etc., Wilmots, et vous vous retrouvez avec un vestiaire en désordre, les cadres qui ne sont pas contents parce qu'on joue avec le brassard. Au niveau du jeu, il n'y a rien. Ok, bloc compact et tout, mais au niveau du jeu, milieu de terrain, les joueurs sont perdus. Un Seredi a été complètement effacé, complètement nul vendredi soir. Il a été mauvais, il est sorti à la mi-temps, remplacé par le jeune Fofana. Ça ne va pas. Bamin, ça ne va pas du tout parce que le jeune, il n'est pas amené dans de bonnes conditions dans l'équipe. La Côte d'Ivoire, franchement, fait honte à son statut et à son histoire footballistique. Moi, je dis clairement. Est-ce qu'on doit attribuer cette faute à Marc Wilmots, messieurs? Moi, personnellement, je pourrais dire qu'il a raison sur certains points. Il évoque des points qui sont pas discutables, effectivement, sur la qualité du système de jeu de l'entraîneur, sur l'impact de l'entraîneur vis-à-vis des joueurs, le capitanat. Il y a beaucoup de choses qui prêtent à confusion et la façon de gérer aussi l'effectif, je ne vois pas. Personnellement, je ne vois pas la patte ou l'impact que l'entraîneur a sur l'équipe. Mais il y a aussi un problème aussi au niveau des joueurs. On le voit clairement. Il y a des joueurs, pour moi, comme j'ai l'habitude de le dire ici, il y a des choix qui sont discutables. Par contre, pour Seredi, c'est quelqu'un qui est battant, qui a toujours donné le meilleur de lui-même. N'oublions pas que Seredi... Mais au point que lui aussi soit dépassé, ça veut dire beaucoup de choses. Pour terminer sur mon point, Seredi sort d'une grosse blessure. Et il n'est pas le seul. Et le problème de cette équipe aussi, il y a des joueurs qui ne sont pas titulaires en club et qui sortent de blessures qui sont, pour moi, discutables. Ok, on aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur cette sélection de la Côte d'Ivoire. En image, les équipes qui sont déjà qualifiées. Nicolas, vous allez nous apporter votre point de vue. Le Nigeria de Gernot Rohr, en vert, qui a fait un excellent travail. Gernot aussi fait un excellent travail au Nigeria. Et puis l'Égypte, absente en Coupe du Monde depuis 1990, a validé son billet grâce à un doublé de sa star, Mohamed Salah, qui avait déjà brillé pendant la CAN. Est-ce que cette qualification vous étonne? Alors pas du tout, c'est le retour de deux grandes sélections historiques du continent africain, donc ça, moi personnellement ça me fait plaisir, surtout pour Gernot Rohr et le Nigeria qui reviennent en Coupe du Monde, mais il ne faut pas oublier que Gernot Rohr c'est un sélectionneur qui connaît bien l'Afrique, il a entraîné au Gabon, au Niger, au Burkina Faso, il connaît l'Afrique, il connaît le contexte africain, donc il a très bien travaillé avec cette équipe à reconstruire, il a ramené des jeunes, Alexis Wobi, Kelechi Iheanacho, Ndidi, enfin plein de joueurs jeune qu'il a fait venir en sélection et il a un groupe très intéressant. Oui, et puis l'Égypte avec bien sûr son meilleur buteur, Mohamed Salah. Est-ce que vous êtes aussi étonné, Bruno? Parce qu'il tourne bien ce garçon. Oui, il a eu un transfert mérité à Liverpool, puisque à la Roma, bon, c'était un peu le désordre quand même. Il a bien fait de partir dans un club de plus grande envergure. Et il est plus heureux sur le terrain, il est encore meilleur. Et c'est très bien ce que l'Égypte fait, voilà, avec Monsieur Cooper. Excellente génération, beaucoup de travail tactique. On parlait de tactique, voilà. On sent la patte tactique de l'entraîneur. C'est un football rigoureux avec des joueurs qui sortent vite. Le football est clair quand on voit l'Égypte et voilà, et beaucoup de détermination. C'est mérité pour eux.
qui reviennent à la Coupe du Monde 27 ans après. Voilà, donc Mohamed Salah avec 5 buts. Deuxième, Boutaïb du Maroc avec 4 buts. Ensuite, nous retrouvons le Ghanéen Parlé qui a donc 4 buts. Et puis Moses donc, qui possède qui possède 3 buts. Le premier Ivoirien, c'est Doumbia qui possède que 2 buts. Ouais. C'est quand même pas mal. Il faut quand même les mettre. Seydou Doumbia, pour moi, est un joueur en fin de parcours. Hein, sincèrement, c'est un joueur qui aurait dû commencer plus tôt en équipe nationale, qui a toujours été mis à l'écart, qui a eu des moments où il est parti de la sélection. Moi, je pense très clairement qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas trouvé encore. On a Djoko qui revient de blessure. On a Za qui est blessé. Je pense que Doumbia, c'est une valeur ajoutée à cette équipe. Ouais. Il faudra voir la progression peut-être de Maxwell Cornet, parce que lui, pour le coup, comme il est arrivé jeune en équipe nationale, sa marge de progression va peut-être l'aider à devenir un des bons joueurs de cette équipe. Voilà, mais j'espère qu'il ira quand même très vite. Parce que oui, mais il a 20 ans, n'oubliez pas. Une carrière internationale, ça peut... C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge, effectivement. C'est pas une question d'âge. Oui, ça va, on ne parle pas non plus d'un petit joueur qui joue en dessin. On peut le comparer à Mbappé. Moi, je ne vois pas le... Moi, je n'irais pas justement, pas jusque Mbappé. Oui, on parle d'âge. Il a une marge de progression intéressante s'il travaille bien. Tous les jeunes joueurs qui jouent à très haut niveau jeunes et qui travaillent arrivent tôt ou tard à faire des choses comme Ben Arfa. Merci, messieurs. Et qui travaillent. Nous allons enchaîner. Merci, messieurs, pour ce débat qui me paraît très intéressant. Et il y aura toujours un débat, bien entendu, dans l'AFC sur Africa 24. L'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football, devant porter un nouveau président à la tête d'une instance, ne sont pas arrivées, justement, ces élections ne sont pas arrivées à leur terme parce qu'il y a eu quelques petits problèmes. Après l'allocution du président de la Fédération, le contrôle des mandats est arrivé avec du retard, alors que tout se joue à ce niveau-là. Alors les mandataires sont ceux qui sont habilités à voter. Il faudra attendre pour savoir si c'est M. Mamoutou Touré Bavieux qui sera élu ou M. Salah Babi. En tout cas, pour l'instant, nous sommes au point mort. Écoutons Vérone Mansangba, chef de cabinet de la secrétaire générale de la FIFA, et il est originaire du Cameroun. Écoutez ce qu'il dit. Si l'on regarde l'état actuel du football malien et de son potentiel, les jeunes nous l'ont démontré encore vendredi passé, nous sommes tous d'accord de constater qu'il y a un déficit sérieux. Des déficits parce que le football malien a été pris en otage, comme quelqu'un me l'a dit, c'est vrai hier. A été pris en otage par ses propres fils. 4 ans d'errance. Nous savons tous qu'il y a eu l'installation durable d'une crise profonde au sein du football malien, qui a relégué en arrière-plan la raison d'être de vous tous ici, de nous tous ici, qui est le développement du football. Messieurs, un petit mot sur ce débat qui agite justement le football malien. Peut-être que Nicolas, un petit mot aussi. Comme souvent en Afrique, je vais tomber dans le cliché, mais comme souvent en Afrique, il y a beaucoup de problèmes d'organisation. Il y a des lobbies qui tirent dans un sens, d'autres qui tirent dans un autre. Et c'est dommage, je pense que c'est un des vrais problèmes du football africain qui empêche ce football africain de se développer, de progresser et de devenir aussi important qu'il devrait l'être. Oui, le Mali qui est souvent confronté, peut-être Mo ou Bouno, à des problèmes de ce type. Franchement, c'est totalement déplorable, quoi. C'est une fédération normalement qui a de quoi faire, qui forme des jeunes. Ils sont champions du monde, champions d'Afrique U17, ils sont présents à la Coupe du Monde. Et en plus, ils font plutôt bonne figure puisqu'ils peuvent encore se qualifier au premier tour. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Ils ont une super génération avec les Bissouma, Yacouba Silla qui est derrière le capitaine. Ils ont le joueur de Monaco, Adama Traoré. Enfin, ils ont une génération très intéressant. Moussa Marega qui a brillé en Ligue des Champions lors du match Porto-Monaco. Et la fédération, le gouvernement n'arrive pas à s'entendre. C'est franchement dommage parce qu'il y a C'est peut-être aussi un problème d'homme. Bien sûr. On parle de Brahim Thiam qui devait aider finalement. Voilà, on ne lui donne pas les pleins pouvoirs pour qu'il puisse faire son travail. Donc je sais aussi que par exemple Eric Schell est très intéressé pour aider l'équipe du Mali, mais voilà, on ne lui tend pas vraiment la main. Donc voilà, il y a du travail à faire. Il faut vraiment professionnaliser tout ça. C'est d'anciens joueurs de lance. Absolument. Merci beaucoup Bruno. Depuis le départ justement d'Alain Giresse, le Mali dispose de nouvel entraîneur en la personne de Mohamed Makasouba. Écoutons ses ambitions au micro de Mokhtar Bari.
Moi, j'ai ma philosophie. Tout autre coach que moi a sa philosophie. Mais moi, ma philosophie est basée sur le renouveau. Le renouveau n'exclut pas les anciens. Non, pas du tout. Nous avons besoin de tout le monde. Mais nous avons besoin de bâtir cette équipe nationale sur des bases saines, sur des bases durables. Et pour cela, il faut certainement faire appel à certains jeunes valeureux qui ont beaucoup de talent. Voilà, eh bien, on verra bien sûr s'il peut mettre en œuvre ce qu'il dit, M. Mohamed Makasouba, pour les qualifications de la CAN 2019. Oui. Juste, on félicitera les jeunes maliens, donc les moins de 17 ans, qui se sont imposés il y a quelques heures contre la Turquie lors de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans en Inde. Ils font honneur au pays. Merci Bruno. Fin de la première partie de cette émission. On revient tout à l'heure pour la deuxième et nous parlerons de formation sur le continent. À tout à l'heure.